Il y a quelques semaines, Antoine Dupont annonçait se mettre officiellement à disposition du 7 de France en vue des Jeux Olympiques, une grande décision pour un joueur d'une telle envergure. Donc aujourd'hui, on va regarder si c'est une bonne idée d'intégrer Antoine Dupont au rugby à 7. Avant ça, vous êtes 80% à regarder cette vidéo sans être abonné, et bien que les vues soient un facteur important, si vous tenez à me soutenir de la meilleure des manières, abonnez-vous, lâchez un like, ça prend moins de 3 secondes, et je trouve ça plutôt équitable parce que ça me permet de développer la chaîne en vue de faire des vidéos similaires. Et enfin, avant de commencer, j'ai pu réaliser l'aspect historique de cette vidéo grâce à l'apport d'Audrey Laforgue, donc vous pouvez aller la follow sur Twitter, le lien est dans la description. Alors je vais vous donner la réponse directement, pour moi, oui, c'est une bonne idée. Je mange du rugby à 7 depuis l'époque où Jonathan Logel était considéré comme un jeune joueur. J'ai vu l'équipe de France évoluer d'un statut d'équipe moyenne à celui d'équipe complète. Autour de Jérôme Daré, le rugby à 7 français a commencé à détecter de jeunes éléments à fort potentiel et les a mis à l'œuvre dans l'optique de créer un groupe. Mais il a fallu du temps pour le construire et ce temps, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour des jeunes. Je vous apprends rien en soulignant l'importance du temps passé ensemble pour construire la cohésion d'un groupe. Jérôme Daré a commencé la reconstruction juste après l'échec du tournoi de qualification olympique de Monaco où les Bleus avaient échoué à se qualifier pour les JO de Tokyo. C'était après une défaite en finale contre les Irlandais. Alors Daré décide alors de ne garder que 3 joueurs, Paulin Riva, Jonathan Logel et Stéphane Parezedo. Pour le reste, il y avait des visages connus qui avaient déjà fait leur apparition avant comme NC Huard, mais il a surtout décidé d'intégrer une nouvelle rotation de joueurs, Nelson Epé, Joachim Troabal, Aaron Grandidier, William Iragua, Jordan Sefo, Théo Forner, Varian Pasquier, Paul Leret, Thomas Carroll, Ryan Rebadge, Andy Timo, une vague de joueurs dont une majeure partie qui a moins de 25 ans, mais à la différence des générations précédentes, ces joueurs-là baignent dans le Sevens depuis pas mal d'années et ils ont le talent pour faire la différence dans l'équipe. Le taf de Jérôme Daré est alors d'articuler son équipe autour des 3 grands joueurs d'expérience tout en donnant un maximum de temps de jeu à la clique de Mino afin de s'offrir un groupe d'une quinzaine de joueurs qui seront parés pour les joutes des World Seven Series. Alors j'ai parlé des générations précédentes et je trouve que c'est un exemple intéressant pour étudier le cas présenté devant nos yeux. En 2016, le 7 de France avait pris 4 joueurs de top 14 dans un groupe élargi autour de la génération de Terry Bourawa. Ces 4 joueurs étaient Rémi Grosso, Romain Martial, Marvin O'Connor et Fulgence Ouedraogo. Finalement, ça n'avait pas marché pour 3 d'entre eux, la greffe avait été mal réalisée, c'était trop tard et les joueurs n'avaient pas eu suffisamment de temps pour essayer d'apporter quelque chose. Tout ça chapeauté par un sélectionneur qui n'avait pas réussi son pari et dont l'équipe de France en avait pâti. Seuls 3 joueurs du 15 avaient le potentiel pour devenir de très bons joueurs à 7, Sofiane Guitoun qui s'était blessé gravement avant de devenir sérieux, Marvin O'Connor qui est devenu une des grandes figures du 7 de France lors des 8 dernières années, et Virimi Vakatawa qui est devenu l'une des attractions de l'équipe. Mais seul le joueur du Racing 92 a fait le déplacement à Rio de Janeiro, et le fait qu'il ait eu à ce moment-là l'expérience de 2 ans de Sevens y a sans doute joué pour quelque chose. C'est d'ailleurs un contre-argument régulièrement présenté depuis l'annonce de la venue de la superstar du Stade Toulousain au Sevens, et franchement c'est un argument recevable. Pour engranger un maximum d'expérience et être à 100% à l'aise, Antoine Dupont aurait dû être intégré au groupe France 7 l'année dernière ou celle d'avant. Et voilà, pas sûr que Fabien Galtier aurait laissé son capitaine se tourner vers une autre prépa physique et manquer des matchs importants avec la Coupe du Monde qui arrivait. Ce qui rend l'argument du manque d'expérience recevable, mais fondamentalement impossible à mettre en place parce que l'intérêt supérieur de la Coupe du Monde de rugby. On en arrive donc au calendrier d'Antoine Dupont. Selon RMC Sport et Wilfried Templi, il rejoindra le 7 de France le 5 février pour une préparation aux 2 tournois qu'il effectuera à Vancouver du 23 au 25 février et à Los Angeles du 2 ou 3 mars. Et pour l'instant, ce sont les 2 seuls tournois qu'il va officiellement disputer. Toujours selon RMC Sport, il pourrait aussi disputer les tournois de Singapour et Madrid, mais ces étapes télescopent le calendrier du Stade Toulousain pour des matchs importants. Donc pour ces 2-là, ce sera à l'appréciation de tous les parties impliqués dans cet accord. Alors bien sûr que 2 tournois, c'est pas assez, mais Antoine Dupont est déjà en train d'étudier les systèmes de jeu de l'équipe que lui a fourni Jérôme Daré, ce qui va rendre son adaptation tactique beaucoup plus facile. Reste maintenant à bien s'adapter physiquement, et comme vous l'avez deviné, le rugby à 15 n'a aucun rapport avec le 7 sur la préparation physique. Là où Antoine Dupont a l'habitude de jouer 80 minutes en gérant ses efforts une fois par semaine, en 7, il devra se préparer à des efforts très rapides et à répétition, que ce soit en match ou dans la journée, puisqu'il y aura plusieurs rencontres par jour. Et le plus grand danger que rencontrera Antoine Dupont lors des tournois qu'il disputera en février et en mars, c'est la blessure grave avec une mauvaise adaptation aux prérequis physiques de ce sport. Par exemple, les Néo-Zélandais avaient intégré Sonny Bill Williams en vue des JO 2016 et le pauvre s'était rompu le talon d'Achille en début du tournoi olympique. Alors évidemment, on souhaite pas un scénario similaire à Dupont car il peut stabiliser l'équipe de France par sa capacité à créer des brèches rapidement et à des moments aussi inopinés que cruciaux. Et pour vous montrer ça, on va se plonger dans la dernière saison des Bleus sur les World Seven Series. On en a parlé plus tôt, on a un groupe qualitatif qui n'a aucun souci à se hisser régulièrement dans le dernier carré. Sur 11 tournois, la France a réussi à terminer à 6 reprises dans le top 4 avec une position de 4e au classement général à la fin de la saison. Et tout ça en faisant des turnovers dans certains tournois pour tester tous les joueurs prometteurs. Si bien que la France a battu tous ses adversaires au moins une fois la saison
dernière, sauf la Nouvelle-Zélande. On a bien vu qu'à certains moments clés, la France s'est fait dépasser trop facilement en jouant à 70% de leur capacité, se faisant transpercer en défense et n'étant pas assez tranchant en attaque. On va parler de deux cas en particulier qui illustrent bien ce que je vais vous montrer, la finale du tournoi de Vancouver contre l'Argentine et la demi-finale du tournoi de Hong Kong contre la Nouvelle-Zélande. On part d'abord sur la demi-finale, la Nouvelle-Zélande vient de marquer, la France doit répondre à justement une possession après la touche. Vous le voyez, la France vient de réaliser 3 temps de jeu sans avancer d'un pouce, on décide alors d'aller sur les ailes, Joseph avance enfin et on rentre dans leur camp. On repart sur 3 temps de jeu qui nous avancent de 10 mètres et nos attaques ne ressemblent vraiment pas à grand chose. Et puis vient alors cette perte de balle et cet en avant néo-zélandais, alors face au Kiwi c'est une imprécision qui coûte cher et sur la mêlée d'après, Stephen Parez va faire exactement ce dont la France a besoin plus souvent dans son jeu, un essai à peu de passes et à peu de dépenses énergétiques. Ensuite, cette action, on est en début de seconde période, la France a un bras cassé sur la ligne des 50, ça part vraiment mal avec cette mauvaise entente entre Logel et Riva qui décalent tous les deux vers la droite sans vraiment créer de différence. La suite de cette action en 6 temps de jeu est plutôt pas mal, on avance, on rentre dans les 22, mais voilà, encore une question de détail, le soutien est un poil en retard et pas assez efficace dans le déblayage, l'action est tuée. Je vous prends un exemple de l'adversaire, la France attaque mais perd la balle grâce à un double grattage savamment exécuté. Rien que pour le premier temps de jeu et grâce à ce renversement astucieux, les Kiwis avancent de 20 mètres. Nouvelle faute française, on la joue vite et dans le premier temps de jeu suivant la faute, les Néo-Zélandais refusent d'aller au sol en gardant le ballon en vie. On renverse, Stephen Parez est pris extérieur par McGarvey Black et c'est, en 2 temps de jeu, l'ultra efficacité sans créer de point de fixation. Et au final, c'est un match que l'on perd avec une occasion gâchée par un en avant à la sirène. Passons à la finale et autant vous dire qu'en termes d'efficacité, les Argentins sont plutôt pas mal. On est sur le coup d'envoi. Logel dévie la balle, un Argentin la récupère puis fait en avant. Avantage, on veut aller sur la largeur mais Parez change finalement d'avis, il saute sa passe, interception, essai de Marcos Moneta. Donc là on est vraiment sur un essai individuel typique qui a requis aucun effort de la part des Argentins, sauf la petite course de Marcos Moneta. Première possession pour le 15 de France, juste après ce renvoi. On écarte et le Reître sort de ses 22 et arrive même sur les 50. On revient directement vers Logel qui va au sol. Pour le prochain temps de jeu, les Bleus veulent garder la balle en vie, un offload, une passe avant contact et 7 offloads loupés. Le Reître est sous pression et on n'a toujours pas franchi la ligne des 50 mètres. On y arrive finalement grâce au travail de Pasquet, s'enchaîne alors un temps de jeu, puis un second où Riva avance trop sa passe et tue totalement ce décalage sur l'aile. On arrive finalement à cet essai grâce au travail de Barak qui a bien spoté la déconnexion entre les deux défenseurs argentins, mais il aura fallu près de 2 minutes pour répondre à l'essai argentin qui ne leur a rien coûté en énergie alors que les Bleus se sont sacrément employés. Et surtout qu'au renvoi, les Argentins reprennent le large en moins de 30 secondes et en seulement 2 temps de jeu. La réponse est plutôt efficace cette fois, moins d'1 minute, joli offload dans le fermé, et c'est imparable pour les Bleus, comme quoi ils savent le faire. Et ce que les Bleus peuvent encore mieux faire, ce sont des essais en première main sur une combinaison absolument parfaite. Barak feinte le retour intérieur, mais Parez et Riva créent le décalage sur le côté ouvert avec leur course, l'action se finit en essai, et tout ça en 20 secondes. Les Bleus prennent l'avantage, mais ça ne dure pas longtemps, et sur un mauvais replacement défensif autour d'un ruck, les Argentins reviennent. Et comme je vous l'ai dit avant, le Sevens, c'est des détails. La France est sur une énorme action à moins de 3 minutes du terme, turnover argentin, coup de pied dans le fond de terrain, et comme t'es totalement crevé par les dépenses énergétiques en attaque que t'as effectuées, tu ne rattrapes pas Marcos Moneta sur un 100 mètres, et bis repetita sur l'action suivante, coup de pied dans le fond de terrain, essai. Si je pense que Dupont est une bonne idée, c'est justement dans ce cas de figure-là. Quand arrivent les moments charnières, demi ou finale, la France a cette manie de se faire dépasser en défense et de ne pas être suffisamment efficace en attaque pour répliquer. Et ça, on vient de le voir. Là où l'intégration d'Antoine Dupont dans cette équipe peut être intéressante, c'est car, primo, Dupont est un joueur qui a une propension à casser des plaquages facilement et repérer les brèches. Secondo, par son poste de 9, Dupont amène un sens du jeu aiguisé et une qualité de passe phénoménale. Et tertio, il amène aussi une qualité d'eau flotte phénoménale et Dieu sait à quel point c'est important en Sevens. Et Quarto, c'est un joueur aux capacités physiques hors normes. Alors bien évidemment, ce sont des qualités qu'il n'a démontré qu'en rugby à 15, mais je crois intimement que si Dupont résiste au choc de la préparation physique du Sevens et s'adapte à ses caractéristiques, le rugby suivra tout seul, ce qui réduit les risques de mauvaise expérience uniquement à la vitesse dont son corps endurera le changement de sport. Alors grâce à lui, la France pourrait créer une arme fatale quand les lancements de jeu sont bien défendus ou alors inefficaces. Car au fond, c'est quelqu'un d'aussi surprenant à défendre pour ses adversaires qu'imprévisible à suivre pour ses coéquipiers. Dupont pourrait donc considérablement augmenter l'efficacité en attaque des Bleus, mais aussi ouvrir des brèches pour ses coéquipiers qui ont les capacités de les exploiter et qui manquent parfois de mordant sur certaines actions. Car cette équipe de France est fondamentalement bonne, mais il lui manque quelque chose pour accentuer sa crédibilité et ses chances de remporter une médaille au JO,
des titres. Dans toute l'histoire du circuit à 7 qui a été créé en 1999, la France n'a remporté qu'un seul tournoi, c'était en 2005, celui de Paris, et un certain Vincent Clerc y avait participé. La France était imposée 28-19 en finale contre les Fidji, et c'était la seule fois où les Bleus ont remporté une finale des World 7 Series, et c'est assez dingue quand on y pense. Donc l'enjeu pour la France réside dans leur capacité à réaliser un second exploit cette année avec ou sans Dupont. C'est un passage presque obligatoire pour les hommes de Jérôme Daré s'ils veulent croire à une médaille quelle qu'elle soit. Elle permettrait enfin aux joueurs, jeunes comme vieux, de goûter à la drogue la plus puissante du monde, la victoire. Si addictive que l'on veut ressentir ses effets à chaque tournoi, si addictive qu'elle anime notre âme à chaque instant de la préparation, si addictive que l'échec devient subitement source de dégoût, et c'est un sentiment que les Bleus doivent ressentir sur le circuit 7 cette année pour pouvoir comprendre ce qu'ils attendent cet été à Paris. Et peut-être qu'en prenant goût à la victoire, ce groupe France se surmènera pour décrocher la médaille dorée au détriment de toutes les équipes qui les ont martyrisés dans le dernier carré ces dernières années. Bref, ce qu'il faut retenir de cette vidéo et du sujet initial, c'est qu'Antoine Dupont ne portera pas l'équipe de France comme ont pu l'écrire une frange de supporters mal informés quand la nouvelle a été officialisée. L'équipe de France a déjà un système fonctionnel et un groupe construit, et sous certaines conditions, notamment celle de son adaptation physique, Antoine Dupont peut décupler l'efficacité offensive dont a besoin la France pour rivaliser dans les matchs couperets. Et si cela se concrétise, que la grève prend bien pendant les tournois, que son jeu sied parfaitement au Sevens et à l'équipe de France et que son corps tient le coup, l'intégration d'Antoine Dupont au Sevens s'avérera peut-être comme une très bonne idée en vue d'augmenter les chances de la France de prendre une médaille au JO. Alors évidemment, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Le sujet mérite débat, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu, d'autres du même style vont arriver.